c'est l'heure de vous informer sur Eden TV. Bonsoir madame, monsieur et bienvenue dans le journal. Suite aux polémiques sur le prix des places dans les marchés urbains, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji a apporté des clarifications. Vous l'entendrez en début d'édition. Visite ordinaire de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM au sein du groupe de presse ITV International, l'ESA, ce vendredi. Le point de cette rencontre dans un instant. Situation humanitaire catastrophique à Gaza après plus de 8 mois de conflit entre Israël et le Hamas. L'évolution de cette actualité en fin d'édition. Voilà l'essentiel en titre. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. La question du prix des places dans les marchés urbains a été posée au porte-parole du gouvernement jeudi dernier. C'était à l'occasion d'une séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Je vous invite à suivre ses propos. Ce que nos mamans vont payer, nos frères, nos pères ce qu'ils vont payer est largement, très largement en deçà de ce que les oiseaux de mauvaise augure ont professé. À savoir qu'on va exiger 50 000 dollars, 100 000, même plus, qu'il faut avoir le BPC pour vendre dans ces marchés-là. Vous vous souvenez, c'est pas nous. Ça a circulé d'une certaine chapelle. Que ces marchés étaient trop beaux pour les femmes béninoises et que le président Talon ne les a pas construits pour elles, parce que le mois venu, on allait leur exiger le BPC au moins, ou qu'elles prendraient leur place à 50 000, 75 000, 100 000. Je peux vous dire qu'à l'arrivée, ce qu'elles vont payer sera très, très largement en deçà de ces prévisions que ces personnes ont faites. Il se passe simplement que, et vous l'aurez constaté, jusqu'au tirage au sort des noms, tout se fait de manière participative avec les femmes dans ces marchés. La NAGEM discute avec elles. Je dis les femmes parce que généralement, ce sont elles qui occupent les marchés comme commerçants. La NAGEM discute avec elles. Aussi bien, même sur les conditions d'ouverture, les heures que vous avez vues, c'était contenu dans le règlement intérieur du marché qui leur a été présenté et elles ont discuté autour. Donc sur les redevances aussi, elles sont consultées ce qu'elles sont en capacité de payer chaque jour comme redevance. Et pour l'instant, leur proposition elle-même, ça va de 300, 400 francs, 500 francs par jour. Certains ont même dit 600 ou 700 par endroit dans les consultations. Donc voilà globalement. Vous voyez, on n'est même pas allé encore dans l'ordre de 1000 francs le jour. À 1000 francs le jour, ça ferait 30 000 le mois. Et vous voyez que même à 30 000, c'est bien loin. Je peux vous dire que ça n'atteindra même pas les 30 000 et que ça ne risque pas d'atteindre les 20 000. Voilà pourquoi je vous dis que ce sera très largement en deçà de ce que ces personnes ont professé entre eux. Aujourd'hui, ce n'est pas arrêté. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Vous voyez, les 2 premières semaines qu'elles passent au titre du mois de juin, c'est gratuit, elles ne vont pas payer de place pour ça. C'est l'expérience pilote. Elles ne vont pas payer. Et ça permet aussi à la NAGEM de prendre des repères, de voir, on regarde l'affluence, même si les heures de fermeture, quand la NAGEM a concédé de prolonger, c'est vraiment quelque chose de méthodique et de scientifique. Il faut voir par exemple, entre l'ouverture et 19h, quelle est l'affluence. À partir de 19h jusqu'à la fermeture, quelle est l'affluence. Et tout ça va permettre à la fin de structurer définitivement comment ça se passe dans ces marchés et peut-être ce qu'il faut ajouter au règlement, ce qu'il faut consigner sur la base des observations. À l'instant donc, Wilfried Léandre Rungweji, porte-parole du gouvernement sur le prix des places dans les marchés urbains. Dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont reçu jeudi dernier 4 membres du gouvernement qui ont éclairé l'opinion publique sur 3 préoccupations des députés Eric Rondeté, Michel Soudjilou et Soulé Malam Moukoulé Boko. Prince Martial Goliagbo nous en donne plus de précisions. Sur les lieux, mardi, 4 ministres étaient ce jeudi 20 juin 2024 au Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau pour apporter des clarifications aux diverses préoccupations des députés. Eric Rondeté, initiateur de la question d'actualité relative à l'acquisition de la nationalité béninoise par naturalisation au profit des afro-descendants, a eu des réponses précises apportées par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari Adjadi.
Ce dernier a invité le peuple béninois à soutenir cette belle initiative du président Patrice Talon et qui nécessite une valorisation. Michel Sodinou s'insurge par contre sur la délocalisation des institutions, notamment judiciaires, dont la criette de Porte-Nouveau. Soutenu par ses collègues députés, Éric Gounete et Joël Godonou, ils appellent le gouvernement à redonner à Porte-Nouveau ses attributs de capitale. À cet effet, le ministre Galdesso a précisé que le gouvernement n'a jamais abandonné la ville de Porte-Nouveau. Mieux, la réhabilitation de la ville de Porte-Nouveau est en cours et Porte-Nouveau change de visage. Même son de cloche au niveau des députés de la mouvance, entre autres, Hassan Saïbou ordonne à la Latine qui estime que le peuple béninois doit saluer et remercier le président Patrice Talon qui, depuis 2016, a transformé Porte-Nouveau. Que s'est-il passé, par contre, pour que le gouvernement abandonne l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, réalisé à hauteur de 10 milliards de francs CFA, rapporte l'auteur de la question, Soulé Malam Mokole Boko. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé publique, a recadré le sujet. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou, placé depuis 2021 sous tutelle du ministère de la Santé, est en nette progression. Professeur Benjamin Rompati. On ne triche pas, on ne trompe pas la santé, on ne triche pas avec la santé. Nous sommes unanimement conscients de ça, nous avons tous conscience de ça. Et le gouvernement ne trichera jamais avec la santé. L'ensemble des réformes et des investissements qui sont faits sont touchables et palpables du doigt. Et comme cela a été souligné également, nous sommes dans une politique d'amélioration continue. Je voudrais insister sur un pan de ce qui a été dit. Nous avons vu un HIA qui est en progression. Aujourd'hui, nous allons avoir un grand service de maladies infectieuses au niveau de l'HIA. En fait, le centre de traitement des épidémies qui est en cours de construction juste à l'HIA sera le plus grand service de maladies infectieuses de toute la région du Septentrion. Et ça, on ne perçoit pas encore aujourd'hui la portée de cela. Et quand on met cela en lien avec le laboratoire P3 qui permet d'isoler les virus les plus dangereux qui a été installé à Parakou, on comprend bien toute la vision du gouvernement par rapport à l'approche de la santé. Ça ne sert à rien de faire de la dispersion des ressources humaines. Il faut les concentrer et donner le meilleur, le maximum, le summum des soins de qualité aux populations. Et c'est ça toute la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Une vision du président Patrice Talon qui a permis aujourd'hui d'accroître les capacités en termes de performance dans les prestations. Le ministre délégué chargé de la Défense nous le précise, Fortuné Amanouati. Ainsi, les nouvelles consultations sont passées de 7 954 en 2016 à 11 500 en 2023. Les hospitalisations sont passées de 1056 à 2784 et les examens de laboratoire imagerie combinée de 19 867 à 28 221. Quant à la réhabilitation totale de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, une mission technique sera sur les lieux mardi prochain en vue des études techniques et matérielles. Presse Marcel Agouliagbo depuis Porte-Nouveau pour Eden TV. Une délégation des membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, conduite par son président, était hier dans les locaux du groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Cette visite de l'ODEM s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'accompagnement des médias béninois pour le respect des principes éthiques et déontologiques dans l'exercice du métier de journalisme au Bénin. Le compte rendu. La délégation dirigée par le président de l'ODEM, Ulrich Vital Arotondi, a été accueillie par le rédacteur en chef et son adjoint Peggy Ludovic Dagba et Mauril Agua. Elle a d'abord eu droit à une visite guidée des installations, puis enfin à des échanges qui ont essentiellement porté sur le respect du code de déontologie. J'ai parlé de deux contextes qui nous exigent qu'on se rappelle un peu les règles du métier, les rapports entre le Bénin et le Niger. Ça a été très passionnant entre les journalistes du Bénin et les journalistes du Niger. Très emballé, on a vu un peu beaucoup de prestations qui, ma foi, ont oublié qu'il y a le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le secrétaire général de l'ODEM apprécie les efforts que fournissent au quotidien les journalistes de la rédaction d'Eden TV Diaspora FM. J'ai pris l'habitude de suivre Diaspora FM, notamment pour d'abord son journal parlé, et puis pour les émissions notamment animées par des femmes, et la réplique avec les hommes. Ça se chamaille beaucoup, c'est intéressant, ça rit beaucoup aussi. Les droits et devoirs du journaliste ont été rappelés aux membres de la rédaction, tout ceci inscrit dans le code de l'éthique et de déontologie. Adrien Tchomakou, conseiller de l'ODEM, va exhorter les uns et les autres à lire le code pour mieux exercer le métier. Le journaliste a au total
20 obligations envers le public. On a au total 26 articles contenus dans le code. Donc faisons l'effort de lire le code presque tous les jours. À la question de savoir si les journalistes de la rédaction trouvent des occasions pour parler des problèmes de leur profession au cours des émissions, Mauril Agboa, rédacteur en chef adjoint d'Identv Diaspora FM, répondra ceci. Nous trouvons des occasions pour parler donc de notre profession. On a même parlé de l'accès à l'information. Les médias ont un rôle important à jouer en ce qui concerne les prochaines échéances électorales à venir. Les échéances électorales arrivent et ce sera un moment unique, les élections générales. On n'a jamais vécu ça. On aura 3 élections dans une même année. Et donc c'est un challenge pour les médias. Vous allez avoir beaucoup de sollicitations, les gens vont vous entretenir. Il faut toujours demander aux politiques de rester dans le couloir politique, mais de ne pas vous amener sur les terrains de conflit. Peggy Ludovic Dagba va remercier la délégation de l'ODEM pour la séance d'échange. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative qui, je l'espère, une fois encore, va bonifier l'exercice de la profession chez les professionnels des médias, les artisans, l'exercice de cet exercice-là. Merci beaucoup. Cette tournée, intitulée 2026 n'est pas loin, a permis aux membres de la rédaction d'Identv Diaspora FM de se rappeler qu'ils doivent renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Bénin à travers le travail. La conférence épiscopale du Bénin a rendu public les actes du colloque du 25 avril dernier. C'était jeudi au Champ d'Oiseaux de Cotonou et partant des travaux, des observations et des préoccupations des participants. Lors de ce colloque, la conférence épiscopale du Bénin a formulé 8 recommandations. Ces recommandations vont à l'endroit du peuple béninois, des autorités religieuses et aussi à l'endroit du gouvernement, mais aussi de l'Assemblée nationale. Je vous invite à suivre un extrait des recommandations lues par le père Eric Okweïcha, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin. La conférence épiscopale du Bénin invite 1. Les autorités religieuses et traditionnelles à continuer à jouer leur partition pour le maintien de la paix, le consensus et le vivre ensemble afin d'anticiper sur les éventuels risques de conflits pré- ou post-électoraux susceptibles de perturber la quiétude des Béninois et des Béninoises ainsi que celle de tous les étrangers vivant parmi nous. 2. La SEB invite le chef de l'État à renforcer le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de solutions consensuelles aux diverses préoccupations découlant de l'analyse scientifique du Code électoral du Bénin par les divers experts qui se sont succédés lors du colloque. 3. La SEB invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer à une relecture consensuelle du Code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation. 4. La SEB invite le gouvernement et tous les acteurs politiques à prendre en compte le fait que la paix sociale que favorisera la relecture du Code électoral repose également sur le dialogue, facteur de réconciliation, de pardon mutuel et de rassemblement de toutes les parties pour le bien-être de tous. 5. La SEB invite les partis politiques, toutes tendances confondues, à faire preuve de flexibilité dans leurs diverses prises de position en tenant compte de l'intérêt général du peuple béninois qui n'aspire qu'à la paix et au développement dans les circonstances actuelles. 6. La SEB invite l'ensemble des acteurs politiques, la société civile et les faiseurs d'opinion à promouvoir avec l'État des relations et des projets
qui respecte les aspirations du peuple béninois, à un code électoral et à des mesures garantissant la paix sociale. 7. La SEB invite toutes les parties prenantes à mettre en place et dans un partenariat des autorités morales avec l'État, un conseil national pour le vivre ensemble et la paix, qui soit un organe de veille citoyenne et morale. 8. La SEB invite le peuple béninois à promouvoir à travers des comportements et des prises de position la culture de la vérité, de la réconciliation, du pardon mutuel et de la paix pour des élections inclusives et paisibles en 2026. En interactualité, je vous l'annonçais dans les titres, des dirigeants israéliens affirment qu'il est impossible de détruire le Hamas car ce dernier serait avant tout un concept. Néanmoins, l'opération de l'achèvement et du démantèlement du cadre militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza se poursuit dans la bande malgré le nombre de victimes civiles qui augmente. 8e mois de guerre entre Israël et le Hamas. Gaza se serait transformé en enfer sur terre, selon les Nations Unies qui dénoncent une situation humanitaire catastrophique dans l'enclave. C'est toutefois insuffisant pour arrêter les dirigeants politiques israéliens. L'opération militaire visant à détruire le Hamas et à libérer les otages trouve néanmoins des opposants au sein même de l'État hébreu. Des milliers d'Israéliens ont manifesté devant la Knesset, le Parlement israélien à Jérusalem, pour protester contre le gouvernement, appeler à des élections et exiger la libération des otages israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza. La police a dispersé les manifestants alors que ceux-ci se dirigeaient vers la résidence du Premier ministre. Désormais, même les dirigeants militaires israéliens affirment qu'il est impossible d'atteindre leurs objectifs. Le Hamas est une idée. Or, quiconque pense que l'élimination du Hamas est possible se trompe. Je ne parle pas des autres sujets. Là, le pouvoir politique décide et les forces armées exécutent. Mais concernant cette question de faire disparaître le Hamas, c'est de la poudre aux yeux. Si nous n'apportons pas quelque chose de neuf à Gaza, eh bien, en finalité, nous aurons le Hamas. Détruire le Hamas est impossible, comme l'admet lui-même Tsahal. Toutefois, l'autre objectif, la libération des otages, n'a pas encore été atteint. À la mi-juin, l'armée israélienne parvenait à libérer 4 otages lors d'un raid sur le camp de Nuseirat qui a tourné au massacre. 274 morts et des centaines de blessés, selon les autorités palestiniennes. Ce serait là le prix à payer pour que l'État hébreu atteigne ses objectifs. Israël ne semble pas tenir compte des victimes civiles palestiniennes ni du droit international et fait tout pour éviter d'endosser la responsabilité. C'est ce qu'a déclaré le chef de la commission d'enquête indépendante sur Gaza et Israël lors d'une conférence de presse à l'ONU. Israël a entravé les enquêtes de la Commission et l'a empêché d'accéder non seulement à Israël et à Gaza, mais aussi aux territoires palestiniens occupés. Donc il est vrai que notre travail d'enquête, de collecte et de sauvegarde des preuves a été entravé. Le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 37 431 morts et 85 653 blessés depuis le début des combats à Gaza. Au moins 35 civils ont été tués ces dernières 24 heures. Selon diverses estimations, le nombre de réfugiés palestiniens dépasse les 5 millions, ce qui fait de ceux-ci la plus grande communauté de réfugiés au monde. Israël, pour sa part, n'a pas l'intention de reculer et poursuit ses objectifs militaires malgré l'opprobre de la communauté internationale. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition de journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Eden TV.